Aujourd'hui, je vais parler du film Night Swim. Night Swim, c'est un film d'horreur de 2024, donc de cette année, qui va sortir. Donc, ce film d'horreur, Night Swim, déjà, Night Swim parle de quoi? Night Swim, ça parle d'une famille qui emménage dans une maison, et dans la maison, il y a une piscine. Il y a une piscine dans la maison dans laquelle ils vont emménager, et Night Swim parle de cette piscine qui en fait n'a pas été occupée depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que la piscine n'a pas été occupée et la maison, elle est parfaitement intacte. Et donc la maison est parfaitement intacte et les personnes viennent s'installer dans la maison. Donc jusqu'ici tout va bien. L'agent immobilier de la maison dit que la piscine n'a pas été occupée depuis 12 ans. Et une fois qu'ils sont installés, une fois que la famille est installée dans la maison, une fois qu'ils sont installés dans la maison, ils vont donc, euh, ils vont donc voir la piscine qui n'a pas été occupée depuis 12 ans et ils la lavent, donc ils essayent d'occuper la piscine. Et une fois qu'ils occupent la piscine, ils vont dans les piscines, il y a des filtres sur les côtés, comme ça, souvent des deux côtés de la piscine, il y a des filtres. Il y en a souvent un devant et il y en a souvent un derrière. Donc il y a ces deux filtres à gauche et à droite et devant et derrière. Mais aussi dans les piscines, dans le fond de la piscine, dans la grande profondeur, il y a un bouchon. Donc le bouchon, c'est par là que passent la tuyauterie et les canalisations. C'est par là que passe la tuyauterie et les canalisations. Et donc, cette famille va donc aller ouvrir le bouchon de la piscine dans la grande profondeur et il va y avoir toute une mare d'eau abandonnée, des eaux usées. Donc, il y a des eaux usées, des eaux abandonnées, donc de l'eau un peu noire avec une matière noire dedans. Donc, de l'eau noire, de l'eau vaseuse, qui va sortir du bouchon de la piscine et ces eaux usées qui vont sortir du bouchon de la piscine vont libérer quelque chose et je n'ai pas vu le film hein, parce que le film sort en Belgique. Il sort en Belgique le 21 février 2024. Donc je n'ai pas vu le film. Mais je me base uniquement sur ce que j'ai vu du teaser et de la bande-annonce. Sur ce que j'ai vu du teaser et de la bande-annonce, il y a ça déjà. Et personnellement, ça c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel, mais personnellement, quand une piscine n'a pas été occupée depuis 12 ans et que la maison a été occupée pendant 12 ans, déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un problème parce que la maison a été occupée, la piscine n'a pas été occupée. De deux, le deuxième problème qu'il y a, c'est à partir du moment où quand tu vas retirer le bouchon de ta piscine au milieu dans la grande profondeur et que tu vois des eaux usées sortir, tu peux quand même déjà te douter qu'il va y avoir un problème d'esprit, un problème de démon, un problème d'être surnaturel. Tu peux quand même te douter qu'il y a un problème à partir du moment où tu retires le bouchon de ta piscine et que tu vois des eaux usées qui se dégagent. Et là, non, dans le teaser, il montre juste le passage où les eaux usées sortent de la piscine et où le film commence un peu à partir en film d'horreur. Je n'ai pas vu Night Swim, mais j'avoue que je croise les doigts vraiment. Vraiment, je croise les doigts, je n'ai pas vu Night Swim, mais je vais aller le voir. J'ai planifié ça. J'ai planifié une sortie avec... J'ai planifié une sortie juste ce matin. Juste ce matin, avant de faire ma vidéo, j'ai planifié une sortie avec ma mère parce que ma mère est comme moi, elle aime bien les films d'horreur. Et donc, dans ma famille, j'ai ma mère qui aime bien les films d'horreur. J'ai le frère de ma mère qui aime bien les films d'horreur.
Donc ma mère aime bien les films d'horreur, le frère de ma mère aime bien les films d'horreur. J'ai une amie, France, qui aime bien les films d'horreur, mais elle est partie vivre très loin, donc je ne la vois plus. On ne s'est pas disputé, hein, c'est juste qu'elle est partie vivre très loin avec sa copine, donc je ne la vois plus. Et donc ma mère aime les films d'horreur, son frère aime les films d'horreur, la copine du frère de ma mère aime les films d'horreur. Mon frère, de temps en temps, ça va, il aime les films d'horreur. Moi, j'adore les films d'horreur. Et donc, j'ai planifié une sortie avec ma mère pour pouvoir aller voir le film Night Swim. Et donc, je suis déjà très impatient d'aller voir le film Night Swim, mais je ne sais pas ce qu'il en donne. Je ne sais pas ce qu'il en donne, donc je ne vais pas juger le film parce que je ne l'ai pas vu. Et donc je ne vais pas juger le film parce que je ne l'ai pas vu. Et c'est comme juger un plat et dire qu'il n'est pas bon avant de l'avoir goûté, enfin sans l'avoir goûté. Donc là, je ne vais pas juger le film sans l'avoir vu, ça ne mènerait à rien et la critique ne serait pas lucrative. Donc voilà, je croise juste les doigts pour que Night Swim, par les réalisateurs de Megan, de La Nun, de Black Phone, de Conjuring, soit un film d'horreur aussi génial que James Wan le prétend. Donc, aussi bien que la bande-annonce le prétend, je préfère me laisser la surprise. Et j'espère que Night Swim sera aussi bien que la bande-annonce ne prétend l'être. Donc, sur ce, moi je dis plein de bisous et je vous encourage à aller voir le teaser de Night Swim. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler du film, de la série, pardon. Aujourd'hui, je vais parler de la série C'est le matin. C'est le matin, il est 9h47. Il est 9h47, hein, donc voilà, je viens de me réveiller. Enfin non, je me suis réveillé il y a 3 heures. Je me suis réveillé à 7h. Bref, on va parler de la série Les 100. Parce que ça fait longtemps que j'avais envie de parler de la série Les 100. Elle est juste là. Donc ça fait longtemps que j'avais prévu de faire la vidéo de Les 100, c'est cette série-là. Donc c'est cette série-là avec 7 saisons. Et donc aujourd'hui, ce sera une courte vidéo, hein. On va parler de la saison 1. Donc la saison 1, moi je l'ai bien aimée parce que c'était la saison qui met en place, qui nous met dans l'intrigue. C'est d'ailleurs l'une des rares saisons, c'est l'une des rares séries et l'une des rares saisons que j'ai vues qui a réussi à tout de suite me mettre en haleine. C'est vraiment une série qui a réussi à me mettre tout de suite en haleine en fait avec la série. Elle m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et c'est vraiment Les 100 ou The 100, c'est vraiment l'une des rares séries que j'ai mangé vraiment. Je crois qu'il y a que 2 séries que j'ai mangé comme ça d'un seul coup. C'est Bates Motel, donc la réadaptation de Psychose, et The 100. C'est les 2 séries que j'ai mangé, mais vraiment mangé d'un seul coup. Ces 2 séries que j'ai mangé d'un seul coup, vraiment. Donc la saison 1, là on est vraiment dans l'arche. Donc on est dans l'arche et on découvre le problème respiratoire. Donc on découvre le problème respiratoire, en fait, il n'y a plus assez d'oxygène dans l'arche parce que c'est un grand vaisseau en forme de cercle. C'est un grand vaisseau en forme de cercle, d'où d'ailleurs le symbole de la série The 100, qui est en fait l'arche. En fait, c'est pas un cercle pour rien, c'est pas un grand cercle pour rien du tout en fait. C'est la représentation des 2 zéros dans le chiffre le 100. Dans le chiffre 100, l'arche en fait est un grand cercle parce qu'en fait c'est la représentation des 2 zéros dans le chiffre 100. Et donc quand dans le générique on voit les 2 zéros faire
en fait, quand on les voit faire et se heurter comme ça, en fait, c'est la représentation de l'arche. C'est la représentation de l'arche et c'est la représentation des deux zéros du chiffre 100. Et donc, mon épisode préféré, ça a été l'exil. Donc ça, c'est quand ils arrivent sur Terre. Vraiment, ce que j'ai adoré dans la saison 1, c'est qu'elle était déjà dans la saison 1, on voit le père de Clark, parce que à partir de la fin de la saison 1, il, il est mort. À la fin de la saison 1, il est mort et pendant toute la saison 1, on voit comment ça se passe à l'intérieur de l'arche et c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde à l'intérieur de l'arche. Les systèmes respiratoires des gens sont out. Les systèmes respiratoires des gens sont out. Les systèmes respiratoires, donc les systèmes d'oxygène de l'arche sont out aussi. À l'intérieur de l'arche, c'est la merde. Euh, et, euh, et donc voilà, donc c'est vraiment la mise en scène de la série et c'est l'une des rares séries qui a eu un premier épisode et une première saison qui t'a donné envie de regarder d'un coup si je, si je me rappelle bien, je pense que c'est 13 épisodes pour la première saison. Donc c'est les 13 épisodes. Vraiment, j'ai binge-watché les 13 épisodes en une fois, du premier jusqu'au dernier. Et la saison 1 était vraiment géniale. Et mon épisode préféré, c'est l'exil, parce que c'est le premier. Le premier, c'est le moment donc, où ils arrivent sur Terre. Donc, voilà, je vais pas parler plus de la saison 1 de l'Essent, parce que c'est vraiment l'installation de la série, l'installation du dénouement de la série, c'est la présentation des personnages, la présentation des couples et des relations, la présentation de quoi va parler la série, et juste l'installation de la série. Il n'y a pas plus que ça, c'est pas plus évolué, c'est juste la présentation imagée de la série, donc je vais pas plus parler de la saison 1. Et mon épisode préféré, c'est l'exil, le tout premier, qui te met vraiment en haleine avec la saison 1 et avec toute la série. Moi, j'ai binge-watché la saison 1 en une fois, de l'épisode 1 à l'épisode 13. Sur ce, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir les sons. Alors, aujourd'hui, on va parler de la saison 2. On va parler de la saison 2 de l'Essent. Donc, The 100, on va parler de la saison 2. Et la saison 2, l'intrigue de la saison 2, c'est quoi encore? L'intrigue de la saison 2, bah justement, dans la saison 2, dans laquelle il y a 16 épisodes, il y a 16 épisodes dans la saison 2, il y en a un peu plus. Et dans la saison 2, il y a deux intrigues. Il y a le mont Weather, qui est un mont, j'expliquerai. Et... ah non. Ah non, il n'y a qu'une seule intrigue. C'est dans d'autres, c'est dans d'autres qu'il y a deux intrigues. Dans celle-ci, il n'y en a qu'une seule, c'est le mont Weather. Le mont Weather, j'explique. Le mont Weather, c'est Clark et son équipe qui ont découvert un endroit dans lequel il y a des gens qui vivent, qui s'appelle le mont Weather. Et c'est une sorte de forteresse fortifiée. C'est une sorte de forteresse fortifiée à l'intérieur de laquelle ils vivent dans les sous-sols. Ils vivent dans les sous-sols et c'est un genre de grand cube métallique. C'est un genre de grand cube métallique justement posé sur une montagne. Sur une montagne. D'où son nom, le mont Weather.
parce qu'un mont, en fait, un mont, pas le sommet d'une montagne, mais c'est au-dessus d'une montagne, en fait. Donc, comme ce gros cube en métal avec des paraboles, avec des, comment on appelle ça? Des trucs pour voir dans l'espace, des télescopes, voilà. Donc le mont Weather avec des antennes téléphoniques, avec des paraboles, avec des télescopes et tout ça, au-dessus est posé juste sur l'avant d'une montagne et tient le nom justement de mont Weather. Clark, elle va découvrir ça avec son équipe après avoir en fait été menacée de mort par toute une armée. Par toute une armée, elle a été menacée de mort et ça j'étais ça ça j'ai bien aimé en fait parce que il y a une phrase qui est dite dans la série, mais elle est dite un peu plus tard dans la saison. Je crois qu'elle est dite dans la saison 5 ou la saison 4. Elle est dite par Murphy, je crois. Je crois qu'elle est dite par Murphy ou par Raven. C'est peut-être par Raven parce que Raven, à un moment, a été en froid avec Clark. À un moment, Raven est en froid avec Clark et elles ne se parlent pas parce qu'elles n'ont pas été d'accord sur quelque chose. Et Clark, évidemment, en tant que Clark, a agi et a fait ce que Raven ne voulait pas faire. Et donc Clark a simplement réfléchi. Clark a simplement réfléchi sans penser à ce que les autres allaient penser. Et donc elle a réfléchi égoïstement, quoi. Comme une petite égoïste, elle a réfléchi égoïstement, juste par rapport à elle. Et elle a fait ce que Raven ne voulait pas qu'elle fasse. Et ça a provoqué une guerre. Et je crois que c'est Murphy qui était d'accord avec Raven. Je crois que c'est Murphy qui était d'accord avec Raven, qui va vers Clark et qui lui dit partout où tu vas, la mort te suit. Parce que partout où tu vas, les gens meurent. Et ça a déclenché une guerre. Et donc, pour bien vous dire, cette phrase est dite dans la saison 5 ou la saison 4. Mais là, on parle de la saison 2. Euh, et donc, Clark déclenche une guerre à cause du fait qu'elle avait menacé une légion. Donc, une légion, c'est une armée. Enfin, en termes religieux, en termes bibliques, on dit une légion, mais sinon, là, c'est des armées. Donc, il y avait une armée je crois que c'était des natifs. Il y avait une armée de natifs qui était venue au campement de Clark, un deuxième campement dans les bois, et une armée de natifs se dirigeait vers eux, et Clark avait trouvé une solution avec Raven pour tous les éliminer en un claquement de doigts. Donc elle avait trouvé une solution pour tous les éliminer en un claquement de doigts avec Raven, et Raven avait créé une sorte de balise qu'elle avait mis dehors qui contenait une bombe à retardement. Et bonjour Oppenheimer. Bonjour Oppenheimer. Elle avait créé une bombe à retardement dans une balise qui était reliée à l'intérieur de leur truc, de leur forteresse, de leur campement, et reliée évidemment à un détonateur. Et à l'intérieur, quand Clark, je sais plus qui surveillait, mais il y en avait qui surveillaient à l'extérieur, et Clark surveillait à l'intérieur avec le détonateur et avec Raven. Et quand ils étaient tous arrivés, Clark avait dit que c'était bon, et on a appuyé sur le détonateur. Et enfin, Raven a déclenché le détonateur et déclenché la bombe et a calciné et a brûlé toute l'équipe, toute, toute l'armée en une seule fois. Et les natifs, évidemment pas contents, ont riposté et ont menacé Clark de mort. Et évidemment, si on menace Clark de mort, on menace toute l'équipe de mort. Donc voilà. Et ensuite, après ça, elle a découvert le mont Weather, et auquel elle est très sceptique.
Donc elle découvre le mont Weather, mais elle est très sceptique, mais ses amis, eux, voient le mont Weather comme un paradis, un nouvel endroit dans lequel ils pourraient vivre. Sauf que dans le mont Weather, il se passe des choses plutôt... il- Dans le mont Weather, en fait, Clark découvre des choses plutôt étranges et plutôt pas normales, en fait. Elle découvre, en fait, qu'il y a quelque chose qui tourne autour du sang. Il y a quelque chose qui tourne autour du sang, notamment le sang de Clark, qui est le sang d'Eden. Le sang d'Éden, le sang d'ébène. Le sang d'ébène, donc l'ébène, c'est un arbre qui a un tronc noir. Pas brun foncé, hein, mais noir. Donc l'ébène, c'est un arbre et en fait, son tronc est noir. Mais contrairement aux arbres qui, eux, leur tronc est brun et ont de l'écorce, l'ébène, lui, a un tronc noir. Et comme il a un tronc noir, en fait, il est beaucoup plus solide et beaucoup plus dur et beaucoup plus massif. Donc il est beaucoup plus massif, beaucoup plus dur et beaucoup plus... Bref, il est beaucoup plus dur en fait. Et elle découvre qu'en fait dans le mont Weather, il s'intéresse au sang, notamment au sang d'ébène, donc au sang de Clark. Et Clark découvre qu'ils font des expériences, ils retirent le sang et ils rajoutent le sang d'ébène. Donc ils retirent le sang des personnes qui ont un sang normal et ils leur injectent du, du sang d'ébène. Et donc, un moment, c'était une scène qui m'a foutu les jetons. Un moment, elle découvre plein de natifs qu'elle avait sauvés dans des cages avec des bandages au niveau des articulations. Avec des bandages au niveau des articulations ici et au niveau des articulations ici et ici sur le bras. Et aussi là, ici sur le bras. Et elle les découvre et en fait, elle va découvrir une natif avec qui elle avait fait équipe et qu'elle avait sauvé et auquel elle avait promis Alexa qu'elle aurait une belle mort. Et donc elle avait promis Alexa qui est le chef des Triclous, donc la nation des Triclous, la nation des montagnes, je crois. Et ben Lexa comme Triclou, comme on l'appelle dans la série, Lexa comme Triclou, eh bien en fait, elle avait promis à Lexa que la natif avec laquelle elle avait fait équipe aurait une belle mort, parce qu'elle est morte quand elle a fait équipe avec elle. Et elle la retrouve au Mont Weather et on a fait des expériences sur elle. On lui a retiré du sang et on lui a injecté du sang d'ébène. Et il y a cette scène où il y a deux natifs qui sont suspendus par les pieds, la tête vers le bas, avec du sang qu'on est en train de retirer de leur veine. Et donc elle comprend qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas et qu'il faut pas rester. Et ce que j'aime bien dans cette saison, c'est que durant toute la saison 2, elle va essayer de faire comprendre à toute son équipe qui est dans le Mont Weather qu'il y a quelque chose qui merde. Donc elle va essayer de faire comprendre qu'il y a quelque chose qui merde. Mais comme Clark, c'est quelqu'un de très persuasif, comme Clark est vraiment une femme très persuasive et qui essaye de se persuader tout le temps et essayer d'être sûre de tout le temps, eh bien, elle va passer pour folle. Et ses amis vont plus la croire et il va y avoir une ribambelle de flopées de situations et de mises en situation différentes les unes des autres. Donc, j'ai beaucoup aimé la saison 2. Mon épisode préféré dans la saison 2, c'est Mal des montagnes. Mal des montagnes, c'est mon épisode préféré parce qu'en fait, c'est le moment où retourne sur l'arche. Donc, Jar retourne sur l'arche et met fin à ses jours. Je vais pas plus parler de la saison 2 parce que mon épisode préféré, c'est Mal des montagnes, quand Jar retourne sur l'arche et met fin à ses jours parce que son fils est mort. Et ça parle du mot Weather. Donc je vais pas plus en parler, je vais pas plus m'étaler. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir les 100. Alors,
La saison 3, la saison 3 de l'Essent, la saison 3 de l'Essent, de The 100, parle en fait ça parle de Ali, ou alors, ou alors ça parle aussi de l'IA. Donc, ça parle de l'IA, ou alors ça parle de Ali, ou encore de l'IA. Ali a trois noms, en fait, elle s'appelle Lia, donc L-I-A, ou alors elle s'appelle Ali, L.A.I.E, ou alors elle s'appelle Lia, I-A, juste I et A. Donc Ali est une intelligence artificielle. Ali est en fait une intelligence artificielle et est aussi une humaine. Anciennement, c'était une humaine qui était en fait la créatrice de Ali, qui était censée partir sur Terre pour une mission, pour un monde meilleur. Et donc, en fait, Ali était censé partir sur Terre pour un monde meilleur. C'était une création artificielle qui avait été créée par une dame, une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ils disent comment elle s'appelle dans les sons. Et en fait, elle avait été créée par cette femme et elle s'appelle Ali, en fait. Et cette intelligence artificielle était censée aller sur Terre pour créer un monde meilleur, pour qu'il y ait une vie qui soit meilleure. Sauf que elle a déclenché en fait la fin du monde. Elle a déclenché la fin du monde et elle a déclenché l'apocalypse. euh, il y a, je sais plus si c'est 24 années, 24 000 années, 24, en 2024. Je sais plus si c'est 2024, mais 2024 c'est cette année. Donc non, je crois pas, mais je crois que c'est il y a 24 années. Dans la série, je crois que c'est il y a 24 années, Ali avait en fait déclenché l'apocalypse, une apocalypse nucléaire qu'elle avait déclenchée alors que sa mission en fait c'était de créer un monde meilleur dans lequel tout le monde pourrait vivre sur Terre. Et quand la créatrice de Ali s'est rendue compte de ça, elle a voulu descendre sur Terre pour pouvoir réparer Ali et surtout euh, réparer l'apocalypse. Réparer l'apocalypse nucléaire, quelle idée. Quelle idée franchement, réparer l'apocalypse nucléaire. Donc elle est descendue sur Terre et en fait elle est morte. Et Ali, dans la saison 3, essaye de prendre le contrôle sur sur le clan de Clark et sur tout le monde en leur faisant avaler ce qu'elle appelle la puce. Ce qu'elle appelle la puce est en fait une petite clé, comme une clé USB. C'est comme une petite clé USB en fait qu'on met sur la langue et qu'on avale. Et la puce en fait nous envoie dans une ville qui s'appelle la Cité des Lumières. Et donc ça nous envoie dans une ville qui est totalement virtuelle, qui a été inventée par Ali et qui s'appelle la Cité des Lumières. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, petit point culture, la Cité des Lumières a été tournée à Amsterdam. La Cité des Lumières, en fait, c'est Amsterdam. Elle a été tournée à Amsterdam pour la série. Pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, donc, ils sont envoyés à la Cité des Lumières et Ali essaye en fait d'envoyer tout le monde à la Cité des Lumières parce que de son point de vue à elle, Ali en fait est en train de dire que la Cité des Lumières est l'endroit dans lequel on ne ressent plus souffrance. La souffrance n'existe plus, la colère n'existe plus et tout est parfait. Alors Ali, qui était censé de faire de ce monde un monde meilleur, envoie tout le monde là-bas, sauf que elle commence à virer tarée. Donc elle commence à virer tarée et elle envoie tout le monde là-bas, sauf que les gens qui refusent de prendre la puce sont crucifiés. Les gens qui refusent de prendre la puce sont soit tués par Ali, soit tués par Ali, soit exterminés par les personnes qui l'ont prise, ou alors ils sont crucifiés. Crucifiés par Ali, oui, crucifiés. Oui, ils sont crucifiés, ils sont mis sur des croix. Ils sont vraiment mis sur des croix. On les accroche et quand ils sont mis sur des croix, je rappelle ce que ça fait être sur une croix. Je rappelle ce que ça fait être accroché à une croix. Ça nous étend la cage thoracique
ça tire les poumons vers l'extérieur, ça les neutralise, ça les paralyse et ça nous empêche de respirer. Et ça appuie sur notre pharynx, notre larynx et tout ce qu'il y a ici en dessous. Ça appuie sur ça en dessous parce qu'en fait, on est contre la croix et notre torse, il est penché en avant parce que notre tête est comme ça. Donc, ça étire la cage, les cages thoraciques et ça tire sur l'os qu'on a au milieu. Je sais plus si c'est je sais plus comment s'appelle cet os qu'on a au milieu qui protège le cœur. Donc, ça tire sur cet os et ça tire sur notre cage thoracique. Et ça nous empêche de respirer. On meurt étouffé. Ensuite, on meurt de soif. Ensuite, on meurt de faim. Et puis, on meurt parce que notre corps a lâché. Donc, ils sont crucifiés et crucifiés sur la croix. On leur demande encore, notamment Marcus qui va refuser et qui va être attaché sur une croix, qui va être crucifié. Ali va lui demander encore une fois. euh, Ali aura, Ali aura réussi à mettre de son côté Abby, donc la femme de Marcus, et c'est Abby qui va lui demander de prendre la puce. Lui, il va refuser et donc il va se passer toute une série d'événements. Et j'adore la saison 3 parce que plein de personnes. J'adore la saison 3 parce que plein de personnes vont être crucifiées, vont être tuées, vont être soit torturées par des personnes qu'ils aiment. Donc c'est donc la saison 3, elle est finement analysée, je trouve. Elle a été finement analysée par le créateur de la série. Parce qu'en fait, ceux qui sont obligés de prendre la puce et forcés par des personnes qu'ils connaissent, c'est de la torture mentale. Ceux qui sont crucifiés, c'est de la torture c'est de la torture physique. Ceux qui sont forcés par Ali et manipulés, c'est la torture psychologique. Donc j'aime bien cette saison parce qu'il y a de la torture psychologique quand c'est Ali qui demande la puce, qui demande à ce qu'on la prenne. Quand c'est quelqu'un que tu connais qui a déjà pris la puce et qui te demande de la prendre, c'est de la torture mentale. Et quand tu te fais torturer, que tu te fais tuer et que tu te fais crucifier et que tu meurs sur une croix, c'est de la torture physique. Donc à chaque fois, c'est un type de torture différent. Et c'est ça qui est cool dans la saison 3. Et mon épisode préféré dans la saison 3, mon épisode préféré, enfin il y en a deux. Mon épisode préféré c'est One Heda partie 1 et One Heda partie 2. Comme souvent les épisodes qui sont faits en partie 1 et partie 2 se rejoignent et racontent une seule histoire, j'ai pris One Heda partie 1 et One Heda partie 2. C'est mes deux épisodes préférés parce que ça parle surtout globalement, principalement de Clark et de Clark contre Ali. Et comme on sait que, et comme on sait que Clark est le personnage récurrent de la série The 100 et que c'est Clark contre Ali dans One Head partie 1 et One Head partie 2, ça va, ça va envoyer du lourd. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien cet épisode. C'est parce que ça envoie du lourd et que ça... Et voilà. Donc je vais pas plus parler de la saison 3, je vais pas plus m'étaler sur la saison 3, sinon ça va durer. Mais je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir The 100. Alors, on va parler de la saison 4 maintenant. Donc la saison 4 de The 100. La saison 4 de The 100 parle aussi un peu de Ali ou de, ou de l'IA ou alors de l'IA. Je préfère toujours dire ces trois noms parce que dans la communauté les 100, dans ceux qui connaissent les 100, il y en a certains qui l'appellent l'IA, il y en a certains qui l'appellent l'IA et il y en a certains qui l'appellent Ali. Moi je l'appelle Ali. Donc voilà, donc ça parle aussi un peu de Ali, parce que dans la saison 4, il y a dans la saison 4, il y a deux intrigues. La première intrigue de la saison 4, la première intrigue de la saison 4, c'est Ali. Mais c'est Ali, c'est la destruction de Ali en fait. Donc c'est la manière, c'est ce que Raven a trouvé pour tuer Ali, pour tuer
euh, pour tuer Ali. Pour tuer Ali. C'est donc la saison 4, c'est ce que Raven a trouvé pour tuer Ali. Et je me souviens de ce qu'elle a trouvé pour tuer Ali, mais faut vraiment voir l'épisode pour comprendre parce que c'est très compliqué. Raven, faut se souvenir que c'est une technicienne, donc c'est une technicienne de l'Arche, Raven, donc ce qu'elle fait, c'est compliqué. Souvent, quand tu regardes ce que fait Raven, tu comprends pas. Soit tu comprends pas, soit tu essayes de comprendre, tu te dis que tu as compris, tu essayes de te persuader que tu as compris, mais finalement t'as pas compris. Mais c'est une technicienne, donc voilà, donc c'est très difficile. Mais ce que Raven avait trouvé, c'était de s'enfermer dans une cuve. euh, il y a ce qu'on appelle sur Terre, ça remet en place d'ailleurs ça remet en place le système sanguin. Ça remet en place le système sanguin, c'est des bains qu'on prend qui sont vraiment très très froids. Et ces bains qu'on prend qui sont vraiment très froids, en fait, c'est de l'eau glaciale. euh, c'est de l'eau à je sais pas combien, je crois que c'est. Non, ça peut pas être -1 degré ou 0 degré. Ça te tuerait immédiatement. Mais c'est de l'eau très froide. En fait, c'est de l'eau très froide, pas à 0 degré ou à -1 degré, parce que ça tuerait le corps humain. Déjà, ça tuerait ton système nerveux et tu ressentirais plus rien. Euh, mais c'est de l'eau très froide dans laquelle on met des glaçons et en fait, tu te plonges dedans et tu immerges ton corps. Et quand tu as immergé ton corps, en fait, ça redémarre ton système sanguin. Et Raven, en fait, dans les sangs, elle a trouvé un moyen. Et je vais essayer d'expliquer, hein, je dis pas que je dis pas que je vais réussir parce que Raven c'est Raven, même si c'est l'un de mes personnages préférés. Donc elle s'est immergée dans une cuve énorme, dans un laboratoire. Dans un laboratoire, elle s'était immergée dans une cuve énorme, et dans cette cuve énorme, en fait, c'était le même principe, c'était de l'eau froide dans laquelle elle s'est immergée, et dans laquelle il y avait des blocs de glace. Il y avait des blocs de glace, plein de glaçons, et elle s'est mise dedans. Elle s'est immergée, et je crois qu'elle avait je sais pas si on appelle ça un tensiomètre, mais elle avait un truc qui prenait sa tension à son bras. De l'autre côté, elle avait un minuteur avec les heures, les minutes et les secondes qui lui disait combien de temps restait. Et donc elle avait un minuteur à son bras, comme les joggers. Comme les joggers, quand ils courent, ils ont souvent des bracelets avec leur téléphone qui est accroché à leur bras. C'était un peu la même chose, sauf que c'était évidemment un peu plus compliqué et ça lui donnait le temps, l'heure, les minutes et les secondes à rester. Et de l'autre côté, elle avait un tensiomètre et elle avait encore un engin sur la poitrine, je ne sais pas ce que c'était, mais elle avait une sorte de corset sur la poitrine qui, euh, qui serrait sa cage thoracique. Et, euh, et elle était restée immergée là-dedans. Et ça lui a permis, je ne sais pas, de repartir à partir du moment, ça lui a permis de repartir en arrière le jour où Ali a été créé et de parler à la créatrice de Ali et de dire à la créatrice de Ali qu'elle allait détruire la Terre euh, et qu'elle allait tout simplement déclencher l'apocalypse. Et donc, la créatrice de Ali a essayé enfin, s'est retournée contre Ali et a tué son invention, donc a arrêté son invention et Raven, à l'aide de la créatrice de Ali, a, euh, a a éteint Ali quelque part parce que Ali est une intelligence artificielle. Donc elle l'a éteint avec la créatrice de Ali. Et elle est repartie en arrière chercher la créatrice qui était descendue sur Terre le jour de l'apocalypse pour pouvoir la sauver. Et donc il y a toute une histoire comme ça, mais ce que Raven a fait, il faut vraiment voir l'épisode dans lequel ça se passe. Je crois que c'est
c'est dans les derniers, c'est dans les premiers ou les derniers épisodes, parce que c'est quelques épisodes avant l'épisode qui s'appelle le Prime Faya. C'est quelques épisodes avant l'épisode qui s'appelle le Prime Faya, parce que quand elle fait ça, à l'arrière, il y a une fusée qu'ils ont construite pour pouvoir remonter sur l'Arche. Donc, quand elle fait ça, quand elle s'immerge et quand elle réussit à battre Ali, eh bien derrière, il y a une fusée qu'ils ont faite qui est en construction et qui est dans, dans, dans un sorte de truc qui tient les fusées. Et, euh, et en fait, c'est avec cette fusée qu'ils vont partir et s'éloigner de la Terre pour remonter sur l'Arche. Donc c'est soit avant l'épisode du Prime Faya, soit après l'épisode du Prime Faya. Mais c'est quelque part entre les deux. Je crois que c'est avant. Je crois que c'est avant, au début de la saison 4. Je crois que c'est au début de la saison 4 parce que c'est avant le Prime Faya, parce que le Prime Faya, il s'en occupe après, et il monte avec la fusée après sur l'Arche. Et donc on voit un peu comment elle a fait, mais c'est vraiment en s'immergeant dans une bassine d'eau froide et de glaçons qu'elle a réussi à retourner et à battre, à retourner euh, vers la créatrice de Ali, vers le jour où ça a déclenché l'apocalypse et vers le jour où elle est retournée sur Terre. Et c'est à ce moment-là qu'elle a réussi à la battre. Je vais pas plus m'étendre sur la saison 4 parce que ça raconte la fin pour Ali, ça raconte la fin pour Ali, pour cette intelligence artificielle. Donc pour l'IA, c'est la fin. Et ça parle aussi du Prime Faya, qui est la deuxième partie de la saison 4. Et la deuxième partie de la saison 4, c'est le Prime Faya, qui est une vague. Je vais pas dire une vague de chaleur, parce que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout une vague de chaleur, c'est vraiment une vague de feu. C'est dans The Sens, dans The Sens, si je me rappelle, ils ont dit ça comme étant une tempête de sable, mais c'est pas du sable, c'est une tempête de sable brûlante, c'est-à-dire que c'est des flammes en fait, et qui va ravager la Terre et brûler la Terre entière. Donc le Prime Fire, c'est une tempête de sable, et à l'intérieur, il y a genre du feu, des flammes, et ça ravage la Terre entière. Donc, le truc, c'est que Clark va devoir éviter le Prime Faya et ils sont toujours sur Terre et elle va devoir éviter le Prime Faya et je sais plus trop ce qu'elle va devoir faire, mais il y a une boîte noire. Il y a une boîte noire. La boîte noire, c'est pour localiser et géolocaliser les avions dans le ciel. Les boîtes noires, c'est pour géolocaliser les avions dans le ciel. C'est pour savoir où ils sont, savoir où ils se trouvent et pour la tour de contrôle, pour savoir leur traversée dans le ciel. Et donc, je sais plus trop ce que Clark doit faire, mais elle doit récupérer une balise et elle doit récupérer une boîte noire qui est très importante pour Raven ou je sais pas quoi. Et donc, elle doit éviter le Prime Faya et ensuite, ils monteront avec la fusée sur l'Arche. Donc, voilà, ça c'est la saison 4. Donc, évidemment, vous vous doutez qu'ils sont pas tous montés dans la fusée. Il y en a que certains qui sont montés dans la fusée, mais bon, voilà. Ça, on en parlera dans la vidéo sur la saison 5. Donc, je ne vais pas plus m'étendre sur la saison 4. La saison 4, ça parle de la fin pour l'IA et ça parle de la fin pour ça parle de la fin pour l'IA et ça parle aussi du Prime Faya qui est une vague de feu qui a ravagé la Terre. Mon épisode préféré, c'est évidemment le Prime Faya parce qu'on voit cette vague de feu ravager la Terre depuis le dessus de l'espace et tu vois une genre de vague orange qui ravage la Terre. C'est trop beau à voir et ça fait tellement peur parce que tu te dis les gens qui sont sur Terre sont brûlés vivants et c'est l'une des douleurs, enfin c'est la douleur. C'est la douleur la plus, c'est la douleur la plus intense et la plus insupportable au monde, être brûlé vivant qui vient, qui vient avant la deuxième douleur la plus insupportable au monde, l'accouchement. Donc voilà, comme ça vous savez, petit point culture. Petit point culture, comme ça vous savez que la douleur la plus insupportable au monde, c'est être brûlé vif, donc être brûlé vivant, et la deuxième douleur la plus insupportable, c'est l'accouchement.
Donc c'est le Prime Faya, mon épisode préféré, parce qu'on voit le Prime Faya ravager la Terre depuis l'espace, et on voit le Prime Faya ravager la Terre sur Terre. Et il y a cet épisode où il y a une femme qui est en train de hurler en pointant le Prime Faya du doigt, et tu vois tout son squelette se désintégrer, et toute sa chair qui commence à fondre, et le Prime Faya qui passe au-dessus de cette femme. C'est dégueulasse. Et dans le Prime, et dans la saison 4, il commence un peu à chercher un bunker, un endroit dans lequel il pourrait s'isoler et vivre en attendant que le Prime Faya passe sur Terre et brûle tout ce qu'il a devant lui et immole toutes les personnes qu'il a devant lui. En attendant ça, il cherche un endroit dans lequel s'abriter et il trouve un bunker des One Crew. Donc, il trouve un bunker des One Crew. Et les One Crew, l'une des... C'est là. Les One Crew, c'est le peuple principal des 100. Donc, les One Crew, c'est le peuple principal de The 100. C'est le peuple qu'on voit le plus dans la série The 100. One Crew, en fait, c'est le peuple d'Octavia, c'est le peuple de Clark, c'est le peuple de Bellamy, c'est le peuple de, de Murphy et le peuple de tous les autres en fait. C'est le One Crew. C'est vraiment le peuple principal de la série The 100. Et les One Crew avaient en fait un bunker et ils le trouvent. Et dans ce bunker, en fait, il lance dans le bunker quand il le trouve et que le Prime Faya arrive, il lance une fusée de, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, il lance une fusée les fusées d'avertissement, je sais plus comment on appelle ça. Donc il lance une sorte de fumigène comme ça, de fumigène rouge. Et, euh, et il voit qu'à l'intérieur du bunker, il n'y a que des squelettes. Il voit qu'à l'intérieur du bunker, il n'y a que des squelettes en lançant cette fusée d'avertissement et ce fumigène. Il n'y a que des squelettes à l'intérieur. Et, euh, et donc, ils comprennent que le Prime Faya est rentré à l'intérieur. Donc, voilà, ça c'est à peu près la saison 4. Maintenant, je vais parler de la saison 5, mais je vais pas plus m'étaler sur la saison 4. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir les sons. Ah, la saison 5. La saison 5, enfin putain. Enfin putain, qu'est-ce que j'adore la saison 5. La saison 5, ça parle du bunker. La saison 5, elle parle du bunker, elle parle de l'abri anti-atomique. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est même pas un bunker, c'est un abri anti-atomique. Donc, donc, ça a vraiment été conçu pour les bombes atomiques, en fait. Rebonjour Oppenheimer. Rebonjour Oppenheimer, ça a été construit uniquement, en fait, pour les bombes atomiques. Pour les bombes atomiques qui allaient justement, en fait, être lâchées sur Terre à cause de Ali. Et donc, mais bon, on l'appelle l'épisode du bunker, en fait. Moi, je préfère appeler ça le bunker, parce qu'un bunker, ça va beaucoup plus vite. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ah, enfin la saison 5? La saison 5, c'est le moment où Octavia, c'est le moment, la saison 5, où Octavia va complètement virer taré. Octavia va donc complètement virer taré et donc elle va, elle va griller un fusible et pas qu'un petit. Elle va vraiment griller un fusible, la meuf. Déjà que Octavia, depuis la saison 1, je trouve que c'est le personnage le plus badass. Je trouve que depuis la saison 1, je trouve que Octavia, c'est le personnage le plus guerrier, en fait, le plus badass. Celui qui ose le plus faire les choses. Donc depuis la saison 1, je trouve que c'est Octavia. Alors, à la saison 5, elle vire taré. Elle vire complètement taré, la meuf. La meuf,
pète un câble et elle vire tarée. Elle promet alors, en vouant allégeance à tout le monde, elle promet de les garder en vie dans le bunker. Une fois dans le bunker se transforme en une arène de jeu mortel et elle se fait nommer Bloodrena en se mettant une peinture de sang pour signifier que le sang de ses ennemis seront son symbole. Elle se fait donc appeler Bloodrena. Bloodrena, évidemment, ça veut dire la reine de sang. Donc elle se fait appeler Bloodrena, donc la reine de sang, et elle dirige ce bunker d'une main de fer. Et putain, c'est pas pour rire. C'est pas pour rire, c'est vraiment l'expression qu'il faut. Elle dirige ce bunker d'une main de fer et, euh, et elle nous lance des règles, mais parfois tu te dis what the fuck? Elle nous balance des règles parfois, pardon, tu te dis mais what the fuck? Franchement, t'as promis de les protéger et s'il y en a un qui fait une bêtise, une connerie, s'il y en a un qui fait une connerie et que Bloodrena est mis au courant, donc Octavia, il doit aller se battre dans l'arène et le dernier survivant qui aura dans l'arène pourra avoir tout l'honneur de Bloodrena. Donc oui, Octavia, dans cette saison-là, c'est ma saison préférée, vraiment la saison 5. La saison 5, c'est ma saison préférée parce que Bloodrena, enfin Octavia, elle vire complètement tarée, elle devient totalement folle. Et il y a cet épisode, il y a cet épisode où des intrus rentrent dans, dans le bunker. Ils veulent rentrer pour je sais plus quelle raison, récupérer quelque chose ou alors parler avec Bloodrena. Et t'as Octavia qui a viré complètement taré, je l'ai dit beaucoup de fois, je sais, mais faut voir la saison 5, hein, elle est complètement... La meuf, elle est plus elle-même. La meuf, elle est plus elle-même, quoi, elle est devenue dingue. Et donc, Octavia, qui est devenue complètement dingue et qui est devenue complètement folle, t'as cet épisode où des mecs qui font 3 fois sa taille veulent rentrer. T'as une armée de gardes qui font 3 fois la taille d'Octavia qui veulent rentrer et Octavia avec une... je vous explique ce que c'est, une machette. Donc avec une machette en main, avec son sabre, parce qu'elle a un sabre qu'elle range dans son dos, elle a un sabre qu'elle range dans son dos, une sorte de gros couteau comme ça qui est énorme. Et avec une machette c'est un long couteau. C'est un long couteau en fait qu'on utilise pour trancher. Et souvent on l'utilise pour trancher en revers. Ou alors on l'utilise pour trancher comme ça tout simplement. Soit on l'utilise pour trancher comme ça, soit on l'utilise pour trancher en revers. T'as cette scène où Octavia doit combattre, doit essayer de convaincre tout le monde de rester à l'intérieur du bunker. Elle doit essayer de convaincre tout le monde de rester à l'intérieur du bunker et elle doit combattre les personnes qui veulent rentrer à l'intérieur du bunker. Quand elle les combat, il y a cette phrase où elle dit tu es un ennemi des One Crew, tu es un ennemi des One Crew ou un ami des One Crew. Choisis ton camp. Et à chaque fois, tu la vois buter quelqu'un. Chaque fois, tu la vois buter quelqu'un en revers ou alors comme ça, soit en revers. Je sais plus comment elle fait, mais les techniques de combat sont tellement belles dans ce. Les techniques de combat sont tellement belles dans le bunker parce qu'il n'y a que du combat dans la saison 5. Dans la saison 5, c'est que du combat parce que c'est dans l'arène et c'est dans l'espace. C'est dans l'arène, dans le bunker et c'est dans l'espace, dans l'arche. Donc, il n'y a que du combat. Euh, donc, à un moment, tu la vois combattre et dire tu es un ami des One Crew ou tu es un ennemi des One Crew. Choisis ton camp. Et à chaque fois, elle combat et puis tu la vois retirer sa combinaison. Vraiment, mais la retirer genre vraiment comme une reine. Elle la retire
et elle l'a fait passer derrière elle. Enfin, un peu plus stylé que comme je fais maintenant avec mon pull, évidemment. Mais vraiment, tu la vois enlever son truc. Tu la vois enlever son truc et le jeter par terre. Pas comme moi en galérant avec mon pull. Pas comme moi en galérant avec mon pull, mais vraiment, elle retire son... Elle retire sa... Elle a une sorte de grande robe en cuir noir, comme ça, avec des attaches sur le côté. Avec des attaches de boucles de ceinture sur le côté. Elle a une sorte de grande robe avec des attaches de ceinture sur le côté, avec, avec des stries, donc des marques de couteau, des marques de lame sur, sur le cuir. Et une sorte de grande capuche qui passe un peu au-dessus de son front et qui lui cache le visage et qui fait juste de l'ombre au-dessus de ses yeux. C'est juste stylé, on dirait, allez l'autre là. Bon, je sais plus comment il s'appelle. Bref, bref, elle a ce vêtement qui est juste trop stylé. Et, euh, et elle le retire, et tu la vois avec son arme, et juste avec un dessus noir et un jeans noir. Elle a un jeans noir comme ça, un peu déchiré au genou et un peu déchiré un peu partout, parce que tu vois que le jeans a servi au combat, quoi. Tu vois que le jeans a servi au combat, il est sale, il a de la terre dessus, il y a du sang dessus, il a servi au combat, il est noir, il est un peu déchiré partout. Et elle a juste un dessus noir, et tu la vois avec son couteau, et tout son abdomen, tout son torse, ses seins, son ventre et ses bras sont couverts de sang, et tu la vois avec son couteau dire tu es un ami des le clou ou un ennemi des le clou, choisis ton camp. C'est juste la scène la plus stylée de la série, vraiment, c'est la scène la plus stylée de la série. Et c'est vraiment pour ça que j'aime bien la saison 5. C'est parce que t'as la manière, t'as la manière dont Octavia, enfin Bloodrena, t'as la manière dont Octavia gère la Terre, donc les survivants sur Terre dans le bunker. Et t'as tous ceux qui sont dans l'arche. Et ceux qui sont dans l'arche, ils survivent, ils surveillent la Terre et ils essayent d'espérer qu'Octavia fait bien les choses. Et ils surveillent la Terre, ils surveillent l'équipage, ils sont dans une sorte de navette spatiale aussi, qui n'est pas l'arche. Et, euh, et dans cette navette spatiale, ils découvrent plein de trucs. Et, euh, et c'est vraiment ce contraste entre ceux qui sont dans l'arche et sur la navette spatiale, et Octavia qui est dans son bunker, qui est cool dans la saison 5. Et sinon, la saison 5, il n'y a que du combat. Il n'y a vraiment que du combat. Dans l'arche, il se prépare à combattre. Donc c'est vraiment du self-combat, donc c'est du combat de défense. Et c'est vraiment du combat de défense dans l'arche. C'est pas du combat pour combattre. Et en bas dans le bunker, sur Terre, c'est du combat pour combattre en fait. Donc t'as vraiment, dans le ciel, tu as vraiment le combat pour apprendre à se combattre, donc du self-combat, du combat de défense pour apprendre à vivre sur Terre quand ils viendront voir Octavia, enfin Bloodrena. Et sur Terre, c'est du combat pur, du pur combat sanglant, du pur combat avec des armes. Donc vraiment du combat sans merci, du combat où tous les coups sont permis d'ailleurs. D'ailleurs, Octavia avait insisté là-dessus dans un épisode. Elle avait mis quelqu'un dans la cage, dans l'arène, et elle avait dit tu vas te battre en lui lançant un couteau. En lui lançant un couteau comme ça, une machette. Elle lui a dit tu vas combattre et tous les coups sont permis. Et il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a choisi une arme et il a combattu et tous les coups sont permis en fait. Et donc oui, dans la saison 5, c'est que du combat. C'est pas lassant, c'est pas redondant, mais c'est que du combat et c'est que du self-défense et du combat de contrôle. Vraiment, c'est que du combat de contrôle dans l'arche et du self-défense, donc du combat pour apprendre à combattre, et que du combat pur et sanglant où tous les coups sont permis sur Terre.
Et c'est ce contraste qui est cool dans la saison 5. Et mon épisode préféré dans la saison 5, c'est... Mon épisode préféré dans la saison 5, c'est dans les premiers ou alors dans ceux qui sont au milieu de la saison 5. C'est quand Clark, c'est celui qui s'appelle l'Eden, c'est quand Clark doit survivre au désert après le Prime Fire. Et tu vois qu'elle est totalement ravagée, tu vois qu'elle vit seule et qu'elle est totalement ravagée, qu'elle a perdu sa mère, elle a perdu l'arche, elle a perdu sa mère, elle a perdu ses amis, elle a perdu ses copains, elle a perdu tout le monde, elle est seule et dans le désert et elle doit réussir à vivre. Et tu vois qu'elle est en train de se battre, tu vois qu'elle est en train de se battre contre la nature et qu'elle est en train de crier contre la nature, qu'elle a tout perdu. Et c'est hyper intense en fait. Donc voilà, ça c'est mon épisode préféré et la saison 5 c'est ma saison préférée. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir les sons. Bon, pour la saison 6, j'ai vraiment pas envie de m'étaler. J'ai vraiment pas envie de m'étaler pour la saison 6. Alors la saison 6, ça parle d'un peuple. En fait, Clark espère trouver sur une autre partie de la Terre, elle espère trouver un endroit plus calme pour pouvoir accomplir leur mission, qui est la mission de reconquérir la Terre. C'est là et tout le but de la série, justement, c'est de reconquérir la Terre. C'est de revivre sur Terre comme c'était avant. Et en espérant trouver un périmètre, en essayant de trouver un périmètre de la Terre qu'ils n'ont pas encore visité. Je crois même que c'est une planète qu'ils n'ont pas encore visitée. Je ne sais plus si c'est un périmètre de la Terre. Je sais plus si c'est un périmètre de la Terre qu'ils n'ont pas visité ou alors si c'est une planète dans le système solaire. Mais je crois que c'est plus un périmètre qu'ils ont pas encore totalement regardé. Et ils arrivent sur ce périmètre et ils trouvent en fait un château. Un château énorme avec une sorte de spirale comme ça. Et il faut voir parce que c'est une spirale sans être une spirale. Une spirale, ça commence vraiment au début et puis ça tourne jusqu'à faire un cercle. Là, c'est pas vraiment ça. Tu as l'impression que ça tourne sur elle-même, qu'elle revient en arrière et qu'elle retourne. Enfin, tout un truc. C'est bizarre. Et cette spirale a une signification et il découvre le peuple des princeps. Et donc les princeps sont des sortes de gardiens, pas des gardiens, mais c'est les personnes qui gardent ce château. Et c'est une sorte de peuple qui vit là. Et ils ont une particularité. Ils ont une particularité, c'est qu'ils arrivent à vivre là, même si tous les X temps, même si tous les XY temps, en fait, il y a une sorte de pleine lune, un soleil rouge, ils appellent ça, un soleil rouge qui rend les animaux, enfin, c'est pas des animaux, c'est des insectes, qui rend les insectes totalement fous et les insectes se ruent sur les humains. Et donc, Russell Princeps, qui donc est l'un des principaux chefs de cet endroit, enfin le chef de cet endroit, euh, les accueille et leur explique les moyens qu'ils ont trouvés pour pouvoir vivre ici, même avec ce soleil rouge. Et Clark, qui arrive là, va essayer évidemment de trouver le moyen de vivre là, mais elle va quand même découvrir un secret étonnant et qui fait froid dans le dos, c'est que il, il se régénère, en fait, ils font comme des mises à jour. Voilà. Je sais pas comment dire ça, mais ils se régénèrent dans des autres corps. En fait, les personnes qui sont mortes
les Princeps les gardent, et Clark va découvrir ça. Les Princeps gardent la mémoire des personnes qui sont mortes et intègrent la mémoire des personnes qui sont mortes dans un corps d'un vivant, et pour en fait qu'ils vivent éternellement. Pour qu'ils vivent éternellement, ils gardent leur mémoire et ils l'intègrent dans le corps d'un vivant. Et quand cette personne va mourir, il récupère sa mémoire et l'intègre, ainsi de suite, dans le corps d'un vivant, et ce vivant sera la personne qui sera morte. C'est tout un bordel, faut encore une fois comprendre, faut encore une fois regarder la série pour comprendre. C'est tout un bordel. C'est tout un bordel, ils gardent les mémoires, ils les mettent dans des vivants, et Clark va découvrir qu'ils ont gardé la mémoire de tous les descendants de tous les princeps depuis longtemps, et qu'ils ont même gardé la mémoire de tous les descendants des princeps et de ceux qui avaient la flamme des commandants. Alors il va y avoir tout un truc autour de la flamme des commandants, et c'est à ce moment-là que Murphy va aussi devenir de plus en plus mature, parce que Murphy, au premier épisode de la première saison, c'est un peu, je vais pas dire le gamin de la cour de récré, mais c'est un peu celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Voilà, c'est ça quoi. C'est un peu celui qui fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. C'est celui qui a ses règles et qui agit à sa manière. C'est celui, euh, c'est celui qui va te sortir la phrase «Tu me donnes pas d'ordre». Donc voilà, c'est vraiment ça. Au début, euh, au début, Jonathan Murphy, donc John Murphy, c'était ça, c'était vraiment «Tu me donnes pas d'ordre, t'as pas d'ordre à me donner, et je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, si je veux». Là, dans la saison 6, il prend de l'importance, et il devient une sorte, c'est un plan élaboré par Clark. C'est un plan élaboré par Clark et par Bellamy. Il devient une sorte de divinité, en tout cas il se met à la place de cette divinité, il fait semblant, c'est une sorte de jeu de rôle, et c'est pour attirer l'attention de je sais plus qui, et essayer de mettre à mort sur le feu, de brûler vivant des personnes qui l'ont mérité à cause d'une X ou Y raison. Évidemment, ils vont essayer de sortir du château des princeps, mais les princeps, eux, ont une règle, c'est que quand ils ont accueilli quelqu'un, ces personnes doivent rester dans leur cercle. Donc quand ils ont accueilli quelqu'un, les princeps, les personnes qu'ils ont accueillies doivent rester dans leur cercle. Seulement, Clark va vouloir partir. Elle va vouloir partir et découvrir le secret, et elle va vouloir partir et découvrir le secret des princeps, et et donc voilà, ça tourne autour de tout ça. Ça tourne autour de Murphy qui devient beaucoup plus adulte, donc de Jonathan Murphy qui devient beaucoup plus adulte. Ça tourne autour du plan de Clark, ça tourne autour de cette descendance de personnes à laquelle on garde leur mémoire pour les mettre dans celle des vivants. Donc voilà. Euh, Mon épisode préféré, c'est l'épisode où Bellamy meurt. Mais j'ai... Il meurt... Il meurt juste d'une balle dans la tête, mais je ne vous dis pas par qui. Je ne vous dis pas par qui, il meurt d'une balle dans la tête. J'ai été voir sur le compte fan des 100. Et donc c'est mon épisode préféré, c'est celui où il meurt, où Bellamy meurt. Moi je sais, c'est l'un de mes guerriers préférés avec Octavia, parce qu'ils sont frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs, c'est Octavia Blake et Bellamy Blake, donc ils sont frères et sœurs. C'est mes deux préférés. Dans les garçons, mon guerrier préféré, c'est Dans les garçons, mon guerrier préféré, c'est Bellamy. Dans les filles, ma guerrière préférée, c'est Octavia. Et dans les filles, mon personnage préféré, c'est Raven. Et dans les garçons, mon personnage préféré, c'est Murphy. Mais sinon, j'ai un autre épisode préféré. C'est... Mon autre épisode préféré dans la saison 6, c'est l'épisode où Clark, grâce à Raven, va rentrer dans la mémoire de Joséphine Langborn. Donc, Clark va rentrer dans la mémoire de Joséphine. Vous saurez qui c'est en regardant la série. C'est qu'en regardant la série que vous saurez qui c'est Joséphine, mais c'est la jeune fille de Russell Princeps. Et Joséphine Langborn, en fait, elle rentre dans sa mémoire pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il faut faire
comment est-ce que ils vont faire. Donc pour pouvoir savoir comment est-ce que ils vont faire pour, euh, pour arrêter tout ça et pour arrêter Russell Princeps, pour arrêter les Princeps, pour pouvoir élaborer un plan et arrêter les Princeps, elle rentre dans la mémoire de Joséphine et elle la tue. Je trouve cet épisode juste trop stylé parce que cet épisode revient sur toutes les saisons qu'il y a eu avant. Cet épisode, en fait, c'est à la fois la mémoire de Joséphine et à la fois la mémoire de Clark. Donc on est dans la mémoire de Clark et on est dans la mémoire de Joséphine. Donc tu as tout ce que Joséphine a vu, Joséphine Princeps, et tu as tout ce que Clark Griffin a vu. Donc on a vraiment la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, la saison 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont retracées dans cet épisode. Et tout ce que Joséphine Princeps a vu, donc Joséphine Langborn, tout ce qu'elle a vu est retracé aussi dans le même épisode. Cet épisode, tu as l'impression qu'il dure 1 heure parce qu'il est plein, mais vraiment plein de... Il y a plein de retournements de situation dans cet épisode. Donc tu as vraiment l'impression qu'il dure 1 heure, mais il dure que 43 minutes. Et c'est mon épisode préféré avec la mort de Bellamy. Donc voilà, je vais pas plus m'étendre sur la saison 6. La saison 6, elle était bien. Elle était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé le Jonathan Murphy beaucoup plus adulte. Je trouve qu'il était super cool. Je trouve qu'il était super cool, super engagé. Donc j'ai bien aimé le Jonathan Murphy beaucoup plus adulte. Enfin, je dis ça surtout parce que j'adore l'acteur Richard Harmon. Ouais, j'adore cet acteur. Euh, mais c'est sincèrement honnête. J'ai aussi bien aimé son évolution. Et je trouve que c'est celui qui a la plus belle évolution dans la série. Euh, et donc, je vais pas m'étaler plus sur la saison, la saison 6. Je vous encourage juste à aller voir les 100 et à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais plein de bisous. Bon, je vais pas m'étendre, hein, on est sur la saison finale. Je vais pas m'étendre parce qu'on est sur la saison finale, c'est la saison 7. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, juste comme ça, petite info, c'est la sœur de l'acteur Richard Harmon. C'est la sœur de l'acteur Richard Harmon, donc celui qui interprète Jonathan Murphy. C'est sa sœur qui a réalisé un épisode, je crois que c'est l'épisode 7. C'est elle qui a réalisé l'épisode 7 de la saison 7. Petite info comme ça. Petite info comme ça avant de commencer la, la vidéo. Comment ça a commencé la dernière saison? Comment est-ce que ça s'est achevé? Déjà, comment est-ce qu'on est rentré dans la saison 7 depuis la saison 6? Depuis la saison 6, il y a une chose qu'on entend dans la forêt, un bruit comme ça qui revient en écho, et ça s'appelle l'anomalie. Et l'anomalie, c'est une sorte de... comme une aurore boréale qui tourne sur elle-même et qui permet d'aller sur d'autres planètes. Ouais, on est dans la science-fiction, on se permet tout. On se permet tout et n'importe quoi, on est dans la science-fiction. Donc ça permet d'aller sur d'autres planètes. Et l'anomalie, qui est cette sorte de lumière fluorescente et d'aurore boréale qui tourne sur soi-même, arrive. Et quand elle arrive, et que Octavia était justement là avec d'autres, et bien on découvre sur elle un tatouage dans son dos avec des symboles écrits comme de la calligraphie. Comme de la calligraphie, c'est des symboles qui sont écrits dans son dos. Et donc Octavia retire son haut, retire son pull, son t-shirt, et on découvre ce tatouage et on essaye de le décrypter. Et il y a une autre personne qui arrive dans la saison 7, un personnage récurrent de la saison 7, donc qui n'était pas là à la saison 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais il arrive à la saison 7 et il est récurrent dans la saison 7 uniquement. Et ce personnage, je sais plus comment il s'appelle,
Il vit dans la forêt dans une cabane. Il vit dans la forêt dans une cabane, et il va décrypter ce tatouage et comprendre que c'est l'anomalie en fait qui a inscrit cette chose sur le dos d'Octavia. Et il découvre en fait que l'anomalie peut faire passer le temps, peut faire passer le temps, enfin, peut faire avancer le temps ou reculer le temps. Il découvre ça parce que Octavia, à un moment, avec une guerrière, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui arrive dans la saison 5, avec une guerrière qui arrive dans la saison 5, qui d'ailleurs n'est pas là dans la saison 6, mais elle est là dans la saison 7, eh bien, elle va se cacher dans un truc, et en fait, seulement sa main dépassera, et l'anomalie passera sur la main d'Octavia, et la main d'Octavia sera toute vieille. Et donc, on aura compris qu'elle aura fait passer le temps, qu'elle aura fait avancer le temps. Et c'est grâce au tatouage d'Octavia, en fait, que Clark et tous les autres vont comprendre qu'en fait, l'anomalie n'est pas seulement cette chose fluorescente, n'est pas seulement ce cercle fluorescent qui tourne sur lui-même, et ce disque, comme ça, qui tourne sur lui-même, fluorescent, c'est c'est en fait un portail relié à une sorte de pierre ronde sur lesquelles une sorte de pierre ronde en fait qui fait le même symbole que sur le château, cette spirale un peu bizarre. Et en fait, dessus, il y a les mêmes inscriptions que sur le tatouage d'Octavia. Et donc, ils comprennent qu'il y a un code à faire sur chaque pierre et que chaque pierre est reliée les unes entre elles pour pouvoir aller sur une planète. Et qu'il y a un code à faire pour pouvoir aller sur une planète. La planète a un nom, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et je sais qu'il y a un endroit qui s'appelle Sky Blue, qui paraît être un paradis magnifique, mais qui en fait est une prison, pour pouvoir y mettre les détenus. C'est magnifique, mais ça s'appelle Sky Blue, donc ciel bleu. Et Sky Blue, c'est une planète sur laquelle a été envoyée Octavia, et avec la guerrière avec laquelle elle s'est cachée. Elle s'est retrouvée seule avec la fille de cette femme, et sa fille qui s'appelle Hope, et donc elle s'installe sur Sky Blue et elle pense que c'est l'endroit parfait. Mais plus tard, Octavia et les autres vont découvrir que Sky Blue, en fait, c'est une prison pour mettre les détenus. En fait, c'est totalement l'inverse. C'est pas un paradis, c'est une prison. Et donc, ils découvrent que Sky Blue est une prison, et ils découvrent, grâce à Sky Blue, qu'ils sont restés plus longtemps qu'ils ne pensaient là, parce qu'ils pensaient être restés des semaines et des mois, mais en fait, ils sont restés des années. Et il y a tout un truc qui tourne autour du temps entre les pierres. Et il faut retrouver, évidemment, les pierres. Il y en a combien? Bah, comme c'est la dernière saison, que c'est la saison 7, la saison finale, bah, les pierres, évidemment, il y en a 7. Et il faut découvrir les 7 pierres. Et les 7 pierres emmènent chaque fois à une planète différente. Et les planètes ont une lune ou alors un satellite biologique. On soit un satellite naturel à un satellite biologique, ça revient au même, naturel et biologique, c'est la même chose, euh, où chaque fois ont une lune ou alors une stratosphère enfin, elles sont différentes. Et donc, ils vont à chaque fois arriver sur une planète différente, et à un moment, ils arrivent sur une planète, je sais plus comment elle s'appelle, et là, ils découvrent qu'il y a ce qu'on appelle les moutons blancs. Il y a ce qu'on appelle les moutons blancs, c'est des guerriers qui sont habillés en blanc en fait, avec des grandes tuniques blanches, qui effacent la mémoire des personnes qui arrivent sur leur planète pour ne pas détruire ou alors apporter malheur à leur planète. Et Clark va arriver sur cette planète, et on va essayer d'effacer sa mémoire avec un appareil, une pointe qui a juste devant elle, juste devant ses yeux, et qui pointe un point rouge entre ses yeux, entre ses sourcils, et qui permet d'effacer la mémoire et de rentrer dans son cerveau et de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur un écran tactile, et de voir tout ce qu'elle voit. Et évidemment, comme l'être humain, c'est impossible. Vous pouvez essayer maintenant et mettre pause sur la vidéo. C'est impossible d'arrêter de penser à quelque chose. Le cerveau produit en continu des images et produit en continu des sons ou alors des choses, des souvenirs dont on se rappelle. C'est impossible d'arrêter de penser, c'est impossible de mettre son cerveau sur pause.
Alors Clark essaye de faire ça et ça la rend un peu folle. Et Octavia va être kidnappée et va essayer de faire ça aussi. Et il y a des sortes de guerriers avec des casques qui sont là justement pour surveiller les... Ces guerriers avec les casques sont là justement pour surveiller les planètes et surveiller les va-et-vient dans l'anomalie et surveiller les pierres. Ils vont arriver sur plusieurs planètes différentes et ils vont essayer de sauver Octavia qui est en train de se faire effacer la mémoire et qui est en train de résister parce que Octavia c'est Blood Reyna. Octavia c'est Blood Reyna, Octavia c'est Blood Reyna, donc elle est en train de résister pour qu'on n'efface pas ses souvenirs parce qu'elle ne veut pas qu'on efface Hope parce que dans la saison 7 elle s'est beaucoup attachée à Hope et, euh, et donc elle résiste et on vient essayer de la sauver. Mais il faut passer par l'anomalie, il faut passer par les gardes, et il y a une sorte de guerre qui est en préparation avec ces choses, avec ces humains qui sont appelés les moutons blancs et qui sont des guerriers, et il y a cette guerre qui est en préparation. Et, euh, et donc, il y a 7 pierres à retrouver et 7 codes à faire sur les 7 pierres. Sauf que les codes sont infinis, donc il y en a des millions, des milliards, des milliers, il y en a 10 millions, de milliards, de milliers, il y en a tellement beaucoup qu'il y a tellement de possibilités possibles que c'est presque impossible de trouver le bon code sur chaque pierre, et c'est ça le problème. C'est ça le problème pour ceux qui doivent sauver Octavia et ceux qui sont sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle, mais ceux qui sont sur cette planète et qui se font effacer leur mémoire, ou alors en tout cas on fouille dans leur mémoire. Ceux qui passent ce test, eh bien, ceux qui passent ce test, eh bien en fait, il faut les sauver, sauf qu'il y a une guerre en préparation et ceux qui voient l'anomalie essayent à chaque fois de rentrer dedans et d'arriver sur la bonne planète. Et comme il y a un million de possibilités et des milliards de milliards de millions de possibilités pour faire un code, pour allumer la pierre, pour qu'elle déclenche l'anomalie, eh bien c'est presque impossible en fait. Donc voilà, c'est presque impossible de trouver le bon code. Si j'ai regardé par la base, parce il y a, il y avait un chat. Il y avait un chat, le chat des voisins. Donc, voilà, c'est presque impossible de trouver le bon code. Presque impossible de trouver le bon code et ils doivent vraiment essayer de mettre un terme à cette guerre qui se prépare, hein. Je précise, la guerre se prépare, elle n'est pas encore sur le feu. La guerre se prépare, elle n'est pas encore partie en fait, elle n'est pas encore en cours. Ils n'ont pas commencé la guerre, mais la guerre est sur le point d'être préparée. Ils sont dans les préparatifs de la guerre et les moutons blancs sur cette planète préparent leur guerre. Donc voilà. Ça, c'est un peu la saison 7. La saison 7 est très étrange, très bizarre. J'ai pas trop compris le truc. La saison 7, elle est très étrange, très bizarre. Elle a 16 épisodes. Je pensais à la base que toute la série avait 13 épisodes et que la saison 7 avait uniquement 16 épisodes. Mais en fait, les premières saisons aussi ont 16 épisodes. Je crois que ça fait 13, 16, 13, 16, 13, 16, 13, 16. Et pour la dernière, 16. Je crois que ça fait à chaque fois 13 puis 16, 13 puis 16, 13 puis 16, 13 puis 16. Et jusqu'à la saison 7 qui a 16 épisodes. Et donc voilà, mon épisode préféré dans la saison 7, c'est c'est quand à la fin ils arrivent à une porte blindée et le chef des moutons blancs montre ce qui s'est passé avec l'ancien peuple qui a attaqué et il y en a une qui meurt parce qu'elle a touché une substance qui transforme les humains en pierre. Et elle a touché une substance électrique qui transforme les humains en pierre. Elle a touché cette substance et ça arrivait sur son corps et ça l'a transformé en pierre et c'était la mère justement de l'un des équipiers et elle est morte et ça a beaucoup touché mon personnage préféré qui arrive à la séance 5, c'est Echo. Echo, c'est l'une de mes guerrières préférées avec Octavia. Ça l'a beaucoup touché et ça l'a anéanti et c'est mon épisode préféré mais je sais plus c'est lequel. Je vous encourage à aller voir Les 100, c'était la dernière saison. Moi je vous fais plein de bisous.